Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 18 mars 2025 à 2 jours du printemps. Le printemps sera-t-il radieux? Le printemps sera radieux? Oui. Chers amis, vous m'avez écouté la semaine dernière. Bon, déjà, vous m'écoutez pour certains chaque semaine, je vous en remercie. Même dans les périodes difficiles, alors que je suis tombé dans le piège de saisonnalité de février. Alors à tous ceux qui sont encore présents, merci. Mais vous avez raison. You're right, my dear friends, because the bear market is not here. Et oui, les amis. Je vous ai rappelé la semaine dernière 6 raisons. J'aurais pu en mettre 7 ou 5, peu importe. 6 raisons pour lesquelles je crois que le cycle n'est pas terminé. Je ne vais pas refaire le perroquet. Je précise ma pensée cette semaine, alors que vous pouvez observer ce magnifique tableau avec le logo de Cryptost. Oui, je mets un peu de décor. Hein. Ça casse un peu le canapé, la super applique, le mur blanc, etc. Eh bien, je pense que nous pouvons avoir un bon mois d'avril. Alors, tout le monde le voit ce graphique, il circule partout. Je vous l'ai présenté en raison numéro 1 la semaine dernière. La corrélation positive avec un décalage temporel de 2 mois et demi entre la liquidité mondiale, représentée par l'addition des agrégats M2 des différents pays, essentiellement la masse monétaire chinoise, l'offre monétaire aux États-Unis, en Union européenne, dans les principales économies, et le cours du Bitcoin, et en fait de manière générale les actifs risqués. Dans cette nouvelle édition du CTB, je vais préciser ma pensée. Je vais vous donner en détail la façon dont est calculée cette liquidité mondiale. Devons-nous faire confiance à ce rebond de la liquidité mondiale en place depuis le début de l'année? Devons-nous faire confiance à ce décalage temporel qui, si la corrélation se poursuit, nous annonce un bon mois d'avril? J'ai bien dit un bon mois d'avril. Je n'ai pas dit un bon 18 mars. Bon, un bon mois d'avril. Ça peut paraître assez logique finalement, une corrélation avec un décalage temporel entre l'offre monétaire disponible dans les principales économies et que cela prenne un certain temps, le temps, bien oui, que cela s'investisse sur les marchés financiers. C'est pas du tac au tac comme ça à la seconde. Bon. Il est vrai que dans le rebond de cette liquidité depuis le début de l'année, il s'agit en grande partie d'un rebond de la masse monétaire en Chine. Le dollar US aussi, naturellement des conditions monétaires moins restrictives, voire redevenues neutres au sein de la zone euro, mais la contribution états-unienne est encore très limitée, hormis la baisse du dollar. La liquidité nette aux États-Unis est flat depuis le début de l'année. C'est ce qu'il manque. Et justement, nous sommes cette semaine en une semaine de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 19 mars. Il n'y aura pas de baisse de taux, mais il y aura une conférence de Jérôme Powell, et le marché a envie d'un gros câlin, le marché a envie d'être pris dans les bras, le marché a envie d'être rassuré, car il a peur avec Donald Trump, ça tangue dans tous les sens. On a besoin d'un Jérôme Popo, l'ami Popo de la Fed, qui nous prenne dans les bras, qui nous fasse un maxi gros câlin. Oui les amis, je suis là, moi la Fed, je serai là pour rendre les conditions monétaires moins restrictives ou plus accommodantes comme vous voulez, si les conditions le permettent. Peut-être qu'il dira un mot positif sur la reprise de la désinflation, ou peut-être qu'il s'inquiétera de la guerre commerciale. Que va-t-il dire de l'emploi, des perspectives de croissance? Bon, le S&P 500 nous a calé à moins 10, il s'est stabilisé, c'est ce qu'essayent de faire les actifs risqués. Et bien sûr, pour que soit crédible cette corrélation avec un décalage temporel, donc c'est une forme de baromètre avancé de la liquidité mondiale avec les actifs risqués en bourse, il faut la contribution de l'offre monétaire aux États-Unis. Et c'est là où c'est encore un peu limite. Mais ça peut changer avec la Fed. Donc dans cette vidéo, je vais, dans la première partie, vous donner tous les détails. On reprend la courbe de la liquidité, le BTC, on voit bien qu'il y a une corrélation, mais comment c'est calculé? Les composantes. Et on va aller regarder où est-ce qu'elles en sont. La Chine, le dollar, la Fed, les États-Unis. Bon, concrètement, comment ça marche? Et est-ce que c'est pas un rebond en trompe-l'œil, dû à un phénomène purement de change, par exemple? La Fed, c'est mercredi. Alors, rappelez-vous, la Fed, c'est quand même elle qui a cassé l'ambiance le mercredi 18 décembre dernier, en fait. C'était le point haut quasiment. Il y a eu un rebond avec la prise de fonction de Trump le 20 janvier,
Mais bon, en fait, c'était un dead cat bounce, hein, ok, très bien. Le piège de saisonnalité de février, ok, très bien. En fait, depuis le 18 décembre, lorsque la Fed est passée en mode restrictif parce qu'il y avait un petit rebond de l'inflation, mais sauf que depuis, la désinflation a repris, selon le PCE, selon le CPI, selon le PPI. Et c'est les trois, PCE, CPI, PPI. Va-t-elle en dire un mot positif? Parce que si la Fed ne change pas un peu de ton, en tout cas, si Popo reprend le même ton que décembre dernier, ça va tanguer. Bon. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec cette corrélation Bitcoin-liquidité mondiale. Ça nous parle surtout pour le mois d'avril, donc il va falloir encore être patient. Ensuite, troisième partie, les graphiques de l'espoir. J'en trouve toujours, je vous montre à nouveau pourquoi j'y crois encore sur le plan technique, sur le cours du BTC. Et bien sûr, aussi un mot technique sur l'ami BNB, hein, qui est quasiment le jeton le plus fort, qui est archi résilient. Regardez le cross BNB-BTC ou même BNB face à beaucoup d'autres jetons. Solana qui cherche à stabiliser sur un support majeur. ETH, Candir et SUI, SUI, parce que vous me l'avez demandé. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va parler du cours du BTC. À la veille donc de la décision politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Désolé pour toutes ces petites marques sur mon visage, hein, c'est de la dermatologie esthétique, enfin esthétique, les dermatologues m'ont retiré des petites choses qu'il fallait retirer en prévention. Pardon. Alors, c'est parti mon kiki. Donc oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on observe en fait sur le long terme, la corrélation positive entre la liquidité mondiale et les actifs risqués en bourse. Donc là, je vous ai mis la liquidité mondiale, donc alors, il y a plusieurs façons d'exprimer ce qu'on appelle l'offre monétaire d'un pays. Et il y a plusieurs agrégats. Ici, j'utilise l'agrégat M2, donc c'est la masse monétaire M1 plus les dépôts à terme, plus etc. etc. Bref, l'agrégat monétaire M2, c'est celui qui est couramment utilisé pour représenter l'offre monétaire d'un État, la monnaie disponible. Et donc, lorsque vous agrégez la masse monétaire M2 des principales économies mondiales, vous obtenez cette courbe orange, ici. Et forcément, oui, vous constatez visuellement la corrélation positive entre, ici, le S&P 500 et la liquidité mondiale, entre, en fait, le marché action, les actifs risqués, dans lequel je vais mettre les cryptos, et la liquidité mondiale. Donc cette liquidité mondiale, je vais ici dans ce tableau vous expliquer, vous rappeler comment elle est calculée. En fait, ce qui est intéressant actuellement, et ici donc j'ai ce graphique que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est qu'effectivement on observe donc une corrélation positive. Donc là cette fois-ci c'est pas le S&P 500, c'est la liquidité mondiale et le cours du Bitcoin. Une corrélation positive entre cette offre de monnaie disponible et les actifs risqués. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on observe que cette liquidité mondiale est un indicateur avancé, puisqu'il faut du temps pour que la nouvelle monnaie qui est créée, bon, par le crédit, la nouvelle monnaie qui est créée, il faut du temps pour qu'elle se transmette à l'économie, et encore plus de temps pour qu'elle arrive sur les actifs financiers, pour qu'elle arrive en bourse. Et donc là, il y a des études qui ont été faites, vous pouvez les trouver sur le web. Hein. Ça je n'invente rien, hein, c'est pas moi qui ai inventé, ça circule sur les médias financiers anglo-saxons. Il y a des études qui sont faites, mathématiques pour le coup, juste une étude de corrélation pour savoir quel est le meilleur écart temporel. Alors, certains disent que la liquidité mondiale est en avance de 45 jours sur les actifs risqués, d'autres de 70 jours, ça va jusqu'à 110 jours. Et en fait, là où on trouve le plus d'hésitation, c'est entre 70 ou 110 jours. Bon, ici je mets 70 jours, c'est pas parce que je mets 70 jours sur ce graphique que ce sera 70 jours. Et effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est que par exemple ici, le bottom de septembre dernier avait eu lieu 70 jours après le bottom de la liquidité mondiale, et que le sommet ici de la mi-décembre avait eu lieu à peu près, c'était 73-74 jours après le sommet de la liquidité mondiale, et que là nous sommes dans une phase de baisse qui correspond à la phase de baisse de la liquidité mondiale. J'aurais bien aimé avoir cet outil en janvier dernier, j'aurais croisé ça avec la saisonnalité, et ça aurait pu mettre en doute la saisonnalité. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est que depuis presque 70 jours, donc ça fera 70 jours le dimanche 23 mars,
c'est début avril, d'accord, hein, c'est pas un indicateur magique, c'est début avril, et effectivement, il y a eu un rebond sensible de la liquidité mondiale qui est revenu, qui a même dépassé son record historique. Forcément, on se dit, mince, mince. Si la corrélation continue, bon, Bitcoin va peut-être finir par pumper. Hein, oui, j'ai dit pumper. Ouh, j'ai les oreilles qui saignent quand je dis pumper. D'ailleurs, regardez mon état. Une névralgie cervico-brachiale, un visage déglingué par les interventions du dermatologue. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis dans le même état que Bitcoin. Mais juste un peu blessé. Mais en guérison. Et après la guérison, bon. Voilà. Alors, en fait, non, ce qui est vraiment intéressant, c'est comprendre ce qu'il y a derrière ce pump. Il faut être prudent. J'ai voulu, dans ce tableau, vous rappeler donc, comment est calculée cette liquidité mondiale. Donc c'est l'agrégation, l'addition des masses monétaires mondiales, mais comme chaque masse monétaire mondiale est calculée dans sa propre monnaie, pour calculer la masse monétaire globale, il faut la convertir en dollars. Donc déjà, il y a un effet dollar, un effet conversion, et là où il faut faire attention, c'est qu'une grande partie de cette hausse de la liquidité mondiale a été due à la chute du dollar américain. Et donc forcément, les liquidités mondiales des pays extérieurs, convertis en dollars, ça a fait une hausse artificielle. Mais pas que. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette hausse de la liquidité mondiale, qui nous annonce un printemps pas dégueulasse, au moins dead cat bonds, au moins un rebond technique, dans lequel on pourra peut-être sortir pas trop mal. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a eu effectivement un rôle très important de la baisse du dollar, mais aussi un rôle très important de l'augmentation de l'offre monétaire en Chine, puisque vous savez qu'en Chine, la politique monétaire et la politique budgétaire actuellement est archi accommodante. Donc il y a une réalité de l'augmentation de l'offre monétaire en Chine. Vous avez la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui est revenue à sa neutralité. Donc vous avez des conditions monétaires qui ne sont plus restrictives au sein de la zone euro. Mais voilà ce qui manque, enfin. Là où on peut s'interroger, c'est qu'en réalité, dans cette augmentation de la liquidité mondiale, la contribution des États-Unis est encore limitée. La faute à la Fed. Et c'est pourquoi c'est intéressant, puisque nous avons la Fed cette semaine. Donc, dans ce rebond de la liquidité mondiale, il y a eu la Chine, il y a eu l'Europe, il y a eu la baisse du dollar. Il n'y a pas suffisamment les États-Unis. La masse monétaire est stable sur les 2 derniers mois, selon M2, aux États-Unis. Alors, la liquidité nette aux États-Unis est en léger rebond, mais vous voyez qu'elle est loin d'être au contact de son nouveau record. Donc c'est là, en fait, où on s'interroge. Peut-on faire confiance à ce rebond de la liquidité mondiale et à cette corrélation et à cet écart temporel, sachant que c'est en grande partie à cause du dollar, mais pas que, il y a la Chine aussi, mais en fait, il manque les États-Unis. Bon, on pourra lui faire confiance si la Fed change son fusil d'épaule, si la Fed ouvre la porte à une reprise de la baisse des taux d'intérêt qui sont en pause aux États-Unis depuis le mois de décembre dernier. Et c'est pourquoi donc la décision de politique monétaire de la Fed ce mercredi est décisive, parce qu'elle permettra si la Fed redonne des perspectives de baisse de taux, eh bien cela permettra d'avoir dans le rebond de la liquidité mondiale une contribution du M2 américain, et c'est ça qui manque pour vraiment qu'on puisse se dire, ça y est, c'est sûr, à 100%, on aura un rebond de printemps. Donc justement, alors, la Réserve fédérale des États-Unis prend donc une décision de politique monétaire mercredi 19 mars. Il n'y aura pas de baisse de taux, c'est improbable. En fait, le marché attend 2 choses. Tout d'abord, vous avez un petit astérix ici, vous allez avoir la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Et celle de décembre dernier. Je vous rappelle que ça, ce sont les projections de décembre dernier. C'est ce qu'a cassé Bitcoin. Regardez, mercredi 18 décembre, c'était la Fed. C'est elle qui nous a cassé le truc. Là, il y a eu le rebond, l'inauguration de Trump, le jeton Mélania, toutes les conneries de Trump, boum, drop. Mais en fait, la fin de la hausse, c'était le 18 décembre. C'était la Fed, c'était pas Trump, c'était la Fed. Alors, il y a des choses, hein, il y a des petites choses intéressantes aussi au sein de la liquidité nette aux États-Unis. Donc là-dedans, vous avez le bilan de la Fed, vous avez plein de trucs. Il y a un début de pump, mais vous comparez la liquidité nette aux États-Unis qui fait un micro-pump, la liquidité mondiale, elle, qui a fait un méga pump et qui est sur de nouveaux records.
c'est le dollar et la Chine et l'Europe. Il manque les States. Donc sans les States, est-ce qu'on peut encore faire confiance à cet écart temporel qui nous annonce, bah regardez, un avril pas dégueu. Est-ce que d'abord on va faire un dernier drop à 70K l'ex-ATH? Ça, c'est la question. Ça, bah, de toute façon, vous allez avoir la réponse cette semaine, hein, comme moi. Bon, donc la Fed cette semaine, ce qui va compter, c'est la mise à jour des projections macro. La Fed, en décembre dernier, elle était hyper pessimiste. Selon elle, on ne passait pas sous 2,5 en termes d'inflation, PCE. Depuis, l'inflation a repris la direction du Sud et le PCE nominal est déjà à 2,5. Est-ce que la Réserve fédérale des États-Unis va se satisfaire de cette reprise de la désinflation? Va-t-elle, au contraire, rester restrictive à cause de l'incertitude liée à la guerre commerciale de Trump et aux effets potentiels de rebond de l'inflation à horizon quelques mois? Si la Fed, franchement, je vous dis une chose, le marché, comme je le disais en introduction, a besoin d'un câlin. Si Popo fait pas un gros câlin, ça va pas être bon, quoi. Parce que bah, Donald, lui, regardez ses déclarations, le marché, il s'en fout complètement. Il veut restructurer l'économie américaine et la place de l'économie américaine dans le commerce mondial. Donc, la Fed, ce tableau, elle le met à jour demain. C'est ça le plus important. La Fed met à jour le tableau des anticipations de politique monétaire. Et notamment, elle va nous dire le nombre de taux qu'elle envisage pour cette année. C'était que 2. On verra si c'est encore 2. Et ce que va regarder le marché, c'est ça. Est-ce que la Fed revoit en baisse ses anticipations d'inflation ou non? Et là, ce sera décisif, pour le coup. Alors, avant de passer au BTC, encore une fois, parce que je vois trop de vidéos sur ça, il faut être hyper attention, c'est pas l'indicateur magique. Moi, je voulais vraiment remettre en perspective le fait que cette hausse de la liquidité que tout le monde met en avant pour dire qu'il y aura un rebond d'avril est essentiellement due à une chute du dollar. Oui, c'est vrai, à une augmentation de la masse monétaire en Chine, un petit peu en Europe, mais quasiment rien aux States, et c'est ça qui manque. Et lorsque la liquidité mondiale produit vraiment un effet positif sur les actifs risqués, c'est quand les trois masses monétaires avancent ensemble. États-Unis, Chine et Union européenne, qui sont les principales masses monétaires. Bon, si on parlait analyse technique, rapidos. Donc le BTC, ah oui alors, allez, un petit graphique de l'espoir. Là je vous sors ça de mon chapeau, de ma casquette. Allô, ma casquette elle est là-bas. Hop, petit graphique de l'espoir, poudre aux yeux. Ah bah, racalaba, poudre aux yeux. Dernière chance. Voilà. Chartisme de base. Qui montre qu'en fait, le repli qu'on fait ce premier trimestre, qui est un premier trimestre dégueulasse. Je veux dire, là, le Q1 2025, il est hors saisonnalité. Ça ne veut pas dire qu'on est en fin de cycle. Parfois, on s'inscrit en dehors de la saisonnalité. Je vous rappelle, ce ne sont que des statistiques. Le principe des statistiques, c'est qu'il y a une moyenne. Parfois, on s'en écarte. Parfois, on est dedans. Point final. Bon. Oui, votre serviteur est tombé dans le piège. Bon. Ok. Bon. Alors ça, c'est le graphique de la poudre aux yeux. C'est le graphique où, d'un point de vue purement chartiste, on se dit que le marché ne ferait qu'un mouvement de retour sur cette ligne de tendance, donc cette grosse structure, hein, qui intègre même la fin du bull market du précédent cycle. Bon, certains voient ici une tasse avec anse, on n'aurait fait que le pullback. La trendline, ici en bleu, n'a pas encore été testée. Je vous l'ai mis ici en daily, elle est là. Elle est là. Donc, si on faisait vraiment le pullback, il faudrait aller chercher 73-75K. Voilà. Si on fait vraiment un pullback, il faudrait aller mécher par ici. Tout le monde a pigé que si on rebascule sous l'ex-ATH, les 73, en fait, les 69, hein, le vrai ex-ATH, c'est là où ça devient tendu. Donc ça, c'est un peu le graphique de dernier espoir chartiste, où on est attrapé par la moyenne mobile à 50 semaines, comme ici, on a donc ce qui pourrait être ici un simple pullback. Forcément, si on réintègre ça, il n'y a plus de pattern, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, la clôture de mars est importante, il y a cette histoire de liquidité, mais bon, ça va vraiment dépendre du M2 américain. Le M2 américain va dépendre de ce que la Fed va nous dire. Et est-ce que la Fed va reprendre ses baisses de taux le 18 juin? Si la Fed ouvre la porte à une reprise des baisses de taux le 18 juin, oui, on pourra commencer à y croire. Bon, alors, on n'a pas encore dépassé de résistance. Alors, en daily, regardez ici, fin août dernier, il y avait des divergences. Et on avait dépassé EMA 200, SMA 200, EMA 200, SMA 200. Là, il y a une div, mais regardez comme on est keblo par EMA 200, SMA 200. Donc, tant qu'on est en dessous, on est en correction. Tant que le marché ne donne pas une cassure technique haussière de la SMA 200 et de l'EMA 200, on est en correction et on s'expose toujours à un retest de l'ex-ATH.
Alors notez que le marché a fait 29% de baisse depuis son record, et finalement, ça y est, on s'inscrit dans des corrections similaires au cycle précédent, quoique le cycle précédent nous faisait plutôt des moins 39, moins 29, avant de repartir. Donc, bon, c'est vrai que tant qu'on tient en fait l'ex-ATH, les 69-73K, il y a encore il y a encore un espoir technique, quoi. Il y a encore un espoir technique, mais voilà, sans dépassement de résistance, le marché ne donne pas de signal. C'est intéressant de noter que le contrat futur du CME, lui, a comblé le gap. Pareil, on retrouve ici la même trendline. Alors, selon H-Ribbon, on a une capitulation des mineurs. Alors, capitulation des mineurs, c'est pas signal d'achat, hein, mais disons que si le marché était capable de mettre une semaine positive et que le H-Ribbon donnait un signal de buy, ce serait bien. Bon. Cas, on arrive quand même dans des conditions de survente, mais nous avons besoin d'une semaine de breakout de résistance pour donner point de départ de quelque chose. La même en daily, hein, vous observez comme moi, on a une succession de creux et sommets descendants, la résistance est là, bon, on bloque en dessous là, donc tant qu'on passe pas ça, nous ne sommes pas sortis d'affaires. Nous ne sommes pas sortis d'affaires dans un cycle que si l'on respecte, mais ça, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle on espère toujours une fin en octobre, novembre prochain. On commence à avoir dans les données dérivées de funding des positions vendeuses qui commencent à prendre le lead. Ce fut souvent la fin. Après un certain temps, des périodes de consolidation, notamment ici celle de mi-août. Fin août, vous avez le Bitcoin en noir et en histogramme vert rouge le funding. En très bref technique, le reste, qui de toute façon attend Bitcoin. Alors, le BNB est le plus fort. Le BNB, c'est le patron. Ça me rassure. On a une structure de BNB qui est toujours bullish. On tient la trendline. La structure du BNB BTC, elle est ça c'est le jeton. Là, il nous fait une espèce d'énorme épaule-tête-épaule inversée. Le truc va repartir ici. Donc, je me dis que tant que le jeton Binance surperforme, il y a l'espoir que ça reparte est permis. Hein. C'est toujours chez Binance qu'on a la majorité de la liquidité mondiale, même si c'est plus 50%, mais dans les exchanges crypto. Donc quand je vois cette structure technique, on se dit que ça peut toujours attaquer la TH. Attaquer la TH pour ETH, on n'y est pas puisque la TH est là. Le marché a cassé les 2100 $, il a cassé cette structure, c'est plus complexe, effectivement. On peut toujours trouver des retracements. On est sur le 50% de retracement de tout ça. Les trendlines sont enfoncés. Oui, face à l'USD, tant qu'on est sous les 2100, maintenant c'est correctif. Il faudrait dépasser cette résistance. La lueur d'espoir, hein, moi je suis toujours capable d'en trouver. La lueur d'espoir, c'est le ratio ETH-BTC qui est revenu pile poil sur le point de départ de son pump de décembre 2020 du cycle précédent. Ça, c'est la lueur d'espoir sur ETH. BTC. Solana, c'est cette zone support. Donc là, c'est les 110, 130. C'est la zone à pas casser. Voilà, vous l'avez ici. C'est la zone à tenir. En dessous, c'est le gouffre. Donc sur support majeur, mais il faut réagir. Et SWI, c'est pareil. Là, il y a un support majeur. On voit mieux en arithmétique. C'est la zone à pas casser. Sinon, on réintègre. Et on revient ici. C'est pareil, dernière chance, support majeur ici, sur SWI. Voilà les amis. Donc, on attend la fête demain. Les mots vont compter, la conférence de presse va compter, la mise à jour des projections macro va compter. Et pour que nous ayons l'espoir que ce rebond de la liquidité mondiale permette un rebond d'avril, il faut que la Fed ouvre la porte à une reprise du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Merci à tous.